Bonjour tout le monde. Dans le cadre de mini-projet de module d'automatique programmé et encadré par Monsieur Messaid, on vous présente dans cette vidéo, moi et mon collègue Omar, notre travail intitulé Commande de la position du moteur à courant continu sur la carte Arduino. Avant de l'introduire, permettez-moi tout d'abord de présenter notre plan qu'on va poursuivre tout au long de cet exposé. Après l'introduction de cahier de charge, on va parler de partie de modélisation de moteur à courant continu, les équations électriques et mécaniques, les paramètres et les différentes fonctions de transfert en boucle ouverte. Ensuite, on attaque la phase de correction, dans laquelle on va proposer deux méthodes, placement d'épaule et la méthode Takahashi, qui est une méthode PID numérique, où on va citer les différents avantages et les inconvénients de chaque méthode. En dernière partie, on va entamer la phase de réalisation d'asservissement en vitesse via l'Arduino et asservissement en position à l'aide de la technique de hardware in loop, et on va finir avec une petite conclusion. Nous considérons dans ce projet un moteur à courant continu entraînant un disque gradué. Donc l'objectif est de commander la position angulaire de ce disque à partir de la boucle d'asservissement de vitesse. On sait très bien que la relation entre la vitesse et la position est une relation de simple intégration. Donc ce type de dispositif est utile par exemple pour le positionnement d'un bras manipulateur dans le domaine robotique, ou bien le pointage d'une antenne satellite dans le domaine de télécommunication. On sait très bien dans ces deux domaines d'application, la précision de la position est très importante. On ajoute aussi pour le domaine des antennes de satellite, le rejet de perturbation est assez demandé. Donc à base de ces deux objectifs, on introduit notre cahier de charge suivant. Donc la vitesse de rotation et la position du disque sont notées respectivement oméga de t et θ de t. Donc l'asservissement de oméga de t nous permet de réguler directement la position. Donc le cahier de charge spécifiait les exigences suivantes. La sortie sans dépassement. Donc première exigence, c'est epsilon xi égale à 1. Donc on cherche d'une précision assez grande, ça veut dire une erreur statique nulle, et un temps de réponse à 5% qui est égal à 0,5 secondes, qui est assez rapide. Dans cette photo, on voit notre moteur de manipulation de 24 volts et avec un disque gradué de 360 degrés pour indiquer le sens de rotation et la position. Un moteur électrique à courant continu est un convertisseur électromagnétique permettant la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique et de l'énergie mécanique en énergie électrique. Elle est très utilisée en industrie et nécessite une régulation précise de courant. Les principales constituants de la machine à courant continu sont le stateur, c'est la partie fixe, donc appelée aussi l'inducteur. La deuxième partie, c'est l'induit, ou bien le rotor, et le dispositif collecteur balai. Selon le schéma de la machine à courant continu, un moteur électrique à courant continu est régi par un ensemble des équations physiques. Donc ces équations physiques découlent bien sûr de ses caractéristiques électriques, mécaniques et magnétiques. Donc d'après la loi de Newton, combinée bien sûr avec des lois de Kirchhoff, on peut écrire les équations différentielles de premier ordre et d'après aussi le principe fondamental de la dynamique. Nous arrivons maintenant à réaliser le schéma bloc de notre système. Donc, par l'application de la transformée de Laplace sur les équations temporelles de modélisation déjà obtenues dans la partie de modélisation, et on trouve tout simplement la fonction de transfert de la MCC.
On remplace maintenant les paramètres de moteur réel présentés par le tableau. Donc on trouve que la fonction de transfert en boucle ouverte, en tenant compte bien sûr l'intégrateur, s'écrit sous la forme suivante. Donc pour mesurer la position, il faut qu'un intégrateur est ajouté aux sorties du système. Donc on ajoute un intégrateur pour avoir la sortie en position. Donc d'après la figure, on voit bien que la réponse du système en position est instable. Donc on a besoin d'un capteur de position pour la régulation de position de notre machine à courant continu, c'est-à-dire la nécessité de la boucle fermée pour l'asservissement de position. Donc, parmi les méthodes de correction numérique dans le domaine automatique, on a introduit notre première méthode qu'on a choisie, c'est la méthode par placement d'épaule. Donc, à partir du cahier de charge posé dès le début, donc la sortie sans dépassement, ça veut dire x égale à 1 et un temps de réponse qui est égal à 0,5 secondes. Donc, on calcule oméga, c'est la pulsation, qui est égale 6 fois xi sur temps de réponse de 5%, ce calcul fait égal à 12 radians par seconde. Le calcul d'épaule se fait sur l'équation d'épaule égale à moins oméga. C'est une solution double, ça veut dire moins oméga qui est égal à moins 12. Donc la fonction de transfert désiré égale f de p égale à 144 qui est égal à oméga au carré sur p au carré plus 24p plus 144. Donc on choisit le correcteur d'après l'équation suivante. F de P, ça veut dire l'équation qu'on a calculée précédemment, ça veut dire la fonction transfert désirée, égale C de P fois G de P sur 1 plus C de P fois G de P. G de P, c'est la fonction de transfert qu'on a déjà trouvée dans la partie de modélisation de moteur à courant continu, ça veut dire la fonction de transfert de notre module. Donc, tout calcul fait, on trouve C de P en fonction de F de P et G de P. Tout calcul fait, on trouve C de P égale à 0,023P au carré plus 0,95P plus 3,25 sur 0,11P au carré plus 3,2 fois P. On passe à la phase de discrétisation. On trouve ce résultat à l'aide de MATLAB. Le passage de la fonction de transfert C de P à C de Z à l'aide de la fonction C de D. Donc on trouve C de Z égale à 0,2091 Z au carré moins 0,1096 Z moins 0,03191 sur Z au carré moins ainsi de suite. Donc notre correcteur a comme fonction de transfert suivante. On passe maintenant à la partie de modélisation sur Simulink. On attaque le système par notre fonction de transfert qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc on attaque notre module. Voilà notre modèle MCC qui contient des fonctions des équations électriques et mécaniques de l'allure suivante. Donc, comme vous voyez ici, on attaque la consigne ici 24 volts par exemple, et on voit clairement que la sortie suit parfaitement la consigne. À l'instant t égale à 8, on introduit une charge perturbante et on voit clairement que la sortie poursuit la consigne après un temps de réponse de 0,5 secondes presque. Dans le régime transitoire, on voit clairement que ici il y a un temps de réponse qu'on a introduit qui est égal à 0,5% pour 95 de la consigne. La deuxième méthode utilisée, c'est la méthode de Takahashi. Donc la méthode de Takahashi, c'est la généralisation au cas discret de la méthode de Ziegler-Nichols. Donc Ziegler-Nichols utilisée pour le domaine continu et la méthode de Takahashi est utilisée pour le cas discret. Donc comment on va utiliser la méthode de Takahashi? La méthode de Takahashi est utilisée de deux manières. Soit l'utilisation
en boucle ouverte, c'est-à-dire c'est une essai basé sur la réponse indicielle, ou bien sur le boucle fermée qui est un essai basé sur le phénomène de pompage. Donc dans notre cas, on va utiliser l'essai en boucle ouverte et on va essayer de trouver les paramètres dans notre correcteur PID. Les paramètres qu'on a choisis pour notre PID à l'aide de réglage de Takahashi sont Kp est égal à 54, Ki de l'action intégrale 4,5 et l'action dérivée 0,04, et on a choisi pour n est égal à 100 bien sûr pour filtrer l'action dérivée. Donc en plus on a besoin d'ajouter un préfiltre en entrée du système. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de limiter les perturbations au régime permanent. Donc nécessairement on va ajouter ce filtre. On applique maintenant à notre système 3 perturbations successives et décalées dans le temps. Donc voilà le résultat obtenu. Si on applique ces 3 perturbations, et voilà l'effet des perturbations sur le système. Donc la réponse dans notre système est impeccable. Elle répond bien aux exigences de notre cahier de charge. Donc on voit bien qu'après chaque perturbation, la position de notre moteur à courant continu, il converge vers la consigne rapidement. Maintenant, on va comparer les deux méthodes utilisées. Le réglage de Takahashi et la méthode de placement de pôle présentée par Youssef. Les deux méthodes, elles donnent le même temps de réponse. Et les deux méthodes, bien sûr, elles répondent tous les deux au cahier de charge. Mais si on applique des perturbations d'ordre élevé, on voit bien dans la figure que la méthode par placement de pôle, elle présente un grand chute. Par contre, la méthode de Takahashi, qui ne prend pas en considération l'ordre élevé du système, des perturbations, pardon. Donc, on peut dire que Takahashi présente un bon avantage ici. Donc, concernant la partie réalisation, donc, la boucle fermée du système est réalisée à base des éléments suivants. Donc, premièrement, la carte d'Arduino pour l'implémentation de la loi de commande. Donc, le pilote L298N reçoit le signal PWM généré par l'Arduino. Donc, c'est un type de hacheur qui permet de varier la vitesse du moteur d'après un signal PWM. Un codeur incrémental, c'est un capteur de vitesse-position qui délivre des interruptions. Il construit le signal de retour exploitable par la carte Arduino. Donc ces éléments font partie de notre réalisation pratique. Le codeur incrémental utilisé dans notre manipulation, il génère un signal carré en sortie, dont l'état se change à chaque fois que l'arbre tourne d'un certain nombre. Donc le nombre de crêtes par tour définit la résolution du capteur. Le deuxième élément, c'est le contrôleur L298N. Donc ce module intègre une entrée de tension. Donc la plage de tension pour ce type de contrôleur, il bascule entre 3 volts et presque 35 volts. Donc les sorties des moteurs A et B nous fourniront l'énergie nécessaire pour démarrer les moteurs. Donc pour contrôler la vitesse de rotation des moteurs, on doit bien sûr retirer les cavaliers présentés en couleur jaune des pins ENA et ENB. On les connecte à deux sorties PWM de la plaque Arduino. Donc la plaque Arduino, donc elle va générer un signal PWM. Donc ce signal PWM est lié avec les pins Enable A et Enable B pour varier la vitesse des moteurs. Donc dans notre cas, on va utiliser un seul moteur. Donc on va utiliser le pin Enable A.
Donc l'Arduino, il donne une sortie PWM qui varie entre 0 et 255. 0 pour le niveau de tension minimale et 255 pour la tension nominale maximale pour la valeur de rotation maximale. Donc le schéma de montage que nous allons utiliser est le suivant. Voilà, donc on utilise un seul moteur, comme nous avons dit. Donc le pin enable A doit être relié à des broches PWM Arduino. Donc il faut brancher le pin enable A avec des entrées qui sont marquées par PWM. Maintenant, on va commencer la phase de réalisation par le câblage et l'alimentation des moteurs à courant continu. Voilà le moteur réel utilisé couplé avec son encodeur incrémental et la carte Arduino Uno liée au PC pour charger le programme, bien sûr. Voilà la carte Arduino qu'on va utiliser. Maintenant, on va alimenter le moteur par une source de tension continue et variable. Voilà. Et on va visualiser la valeur de la tension d'alimentation pour ne pas dépasser la valeur nominale. Donc voilà, maintenant notre MCC commence à tourner. On arrive maintenant à réaliser l'acquisition de vitesse par le moniteur serré par le logiciel Arduino. On augmente maintenant la tension et on voit bien sûr que la vitesse augmente. Donc l'encodeur il nous donne une information sur la vitesse. On arrive maintenant à la phase d'asservissement de vitesse et de position, dans laquelle on va introduire quelques paramètres de notre programme qu'on a écrit sur le logiciel Arduino. Déclarer les entrées-sorties de l'Arduino et aussi les entrées-sorties de la liaison avec le driver ou bien le pilote. Dans la partie du setup, on introduit le codeur incrémental qui génère les impulsions et les différentes sorties de moteur à courant continu et la liaison serrée. Dans cette partie de correcteur PID, on introduit les différentes équations de référence qu'on a vues dans la méthode de correcteur PID. Dans cet instant, on voit la vitesse tendre vers 1000. On introduit une charge perturbante et on voit clairement que la vitesse tend vers 1000 tours par minute qu'on a introduit dans la consigne 1000 tours par minute. Dans la partie de hardware in the loop, on introduit la technique de hardware in the loop pour la partie de position parce que on trouve des problèmes de réalisation de cette méthode sur l'encodeur qui est à notre disposition. Donc, on définit la librairie de Simulink package pour l'Arduino et on voit différentes fonctions que le Simulink nous a proposées. Donc à partir de ces blocs, on peut réaliser notre fonction hardware in the loop pour visualiser la position et la vitesse. Donc dans cette partie, on introduit les différentes entrées-sorties de l'Arduino. On voit ici les pins 2 et les pins 3 pour la voie B et la voie A de l'encodeur. Et ici le pin 6 pour le PWM comme sortie. Dans l'encodeur moteur, on voit les sorties compteurs pour compter les impulsions, donc pour compter la position, et pour oméga c'est la vitesse.
dans la partie de MATLAB, la fonction MATLAB acquisition position, pour lire, pour la lecture de la valeur donnée dans l'Arduino. L'entrée c'est sur le COM6. Pour COM6, on introduit notre lecture de vitesse et de position à l'aide de la fonction MATLAB CLF-scan, et on nomme la fonction ces positions et on introduit l'équation position qui est égale à les zéros de nombre mesuré. Donc, en conclusion, on peut constater qu'une simple correction PID numérique est suffisante pour asservir la vitesse et la position de moteur à courant continu sur une carte Arduino, surtout pour les applications de domaine robotique. Merci pour votre attention.